Quand on parle de droits fondamentaux, on parle de liberté de circulation, liberté de se réunir, liberté de manifestation, le droit de vivre en famille, le respect de la dignité humaine, le droit à des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap ou des principes de non-discrimination, etc. Et donc, les droits fondamentaux peuvent être limités à plusieurs conditions. Tout d'abord, il faut une loi, une mesure législative générale qui permette de savoir dans quel moment, dans quelles conditions cette limitation va être faite. Et de ce point de vue-là, on peut avoir un doute. On sait que toute une série de mesures ont été prises par le biais d'arrêtés ministériels ou d'arrêtés royaux. On s'est retrouvé aussi dans un cadre de pouvoirs spéciaux à certains moments où il n'y avait plus de contrôle du Parlement. Et de nombreuses voix se sont fait entendre pour s'inquiéter de ce type de mesures qui était importante parce qu'elle limite les droits fondamentaux avec des instruments qui ne semblaient pas appropriés. De ce point de vue-là, on peut peut-être regretter le fait que le Conseil d'État n'ait que très, très exceptionnellement sanctionné les mesures, la nature des mesures qui étaient prises. Maintenant, on était dans des procédures en urgence. Je ne sais pas ce que le Conseil d'État pourrait dire sur le fond, mais là, il y a un contrôle qui est nécessaire. La deuxième condition, c'est que pour limiter les droits fondamentaux, il faut une justification, il faut une bonne raison. On ne limite pas pour n'importe quoi. Donc ici, on peut estimer que lutter contre la pandémie était une justification liée à la santé publique et éviter qu'il y ait trop de personnes qui soient malades ou qui décèdent de cette pandémie et de protéger notre système de santé. Donc, de ce point de vue-là, la justification semble être réunie dans ce cadre-ci. Et puis, il faut que la mesure de limitation soit efficace. Il faut que si on veut atteindre cet objectif de limiter la pandémie, il faut prendre une mesure qui soit efficace pour atteindre cet objectif-là. Par exemple, toutes les discussions sur le port du masque. Est-ce que le port du masque, en tant que tel, qui est une forme de limitation ou de contrainte qui est imposée aux personnes, est-ce qu'elle est efficace, oui ou non? Moi, je ne sais pas le dire, je ne suis pas scientifique. Il y a là des experts qui ont expliqué que les conditions dans lesquelles le port du masque était de nature, probablement, à limiter la pandémie, peut-être pas dans la mesure qu'on l'espérait, mais il semble que ce soit une mesure en partie efficace. Et puis, la dernière condition, c'est une condition de proportionnalité. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on prend une mesure générale applicable à tout le monde, tout le temps, partout, ou est-ce qu'on limite de manière spatiale, dans certains lieux, dans certains endroits, de manière temporelle, peut-être pas tout le temps, à certains moments ou pendant un temps donné, mais pas pour une durée trop longue, et peut-être pas pour tout le monde non plus. Et donc, c'est cette question de proportionnalité. Et c'est à ces conditions-là, il faut une loi, il faut une bonne raison, il faut une efficacité, il faut une proportionnalité, que les droits fondamentaux peuvent être limités. Selon le droit international et européen aussi, il y a certaines conditions sur lesquelles les droits fondamentaux, on peut avoir une dérogation des droits fondamentaux justement pour protéger la santé publique. Mais les mesures prises justement pour protéger les citoyens et la santé des citoyens doivent respecter certaines conditions. Donc d'abord, ils doivent être conformes à la loi, elles doivent être limitées dans le temps, elles doivent être nécessaires et proportionnelles, et les mesures doivent être aussi non discriminatoires. Et ce qu'on a vu dans le contexte de personnes âgées, on a vu que certaines de ces conditions n'ont pas été remplies. Donc, par exemple, la non-discrimination, on a vu dans plusieurs pays où il y avait le confinement basé vraiment sur l'âge, sur les critères d'âge, même si, comme on l'a vu après, tout le monde, ce n'est pas nécessairement une mesure nécessaire ou proportionnelle pour la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Et aussi, on a vu vraiment l'isolement des résidents dans les maisons de retraite sur le long terme, donc pas pour une période courte et sans vraiment avoir des alternatives. Maintenant, dans la deuxième vague, je pense que tout le monde est un peu mieux préparé, mais même maintenant, on a vu par exemple dans l'Allemagne et dans d'autres pays où de nouveau, il y avait une tendance de réintroduire l'isolement complet.
des personnes qui vivent dans les institutions. Donc, on n'a pas vraiment appris, disons. Et une autre condition, je pense qu'il faut rajouter sur ça, c'est la participation des personnes qui sont concernées par les mesures. Et ce n'était pas non plus le cas dans ces contextes. Donc, il y avait une étude de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a montré que seulement 3 parmi les pays européens ont consulté les personnes âgées via des instances représentatives concernant l'imposition de mesures dans le contexte de Covid. Les restes ne l'ont pas fait. Et donc, on voit vraiment un manque vraiment d'inclusion et complètement, disons, négligence de l'importance de la voix des personnes âgées dans ce contexte. De la bientraitance ou de la maltraitance, il y a une question de valeur. Quand on est dans une situation, quand on est mobilisé dans une situation comme celle-ci, tout d'un coup, l'échelle des valeurs devient peut-être ou plus apparente, ou en tout cas, on peut commencer à y réfléchir. Et on pourrait dire que de façon globale, dans une telle situation, la valeur supérieure, c'est quand même vivre. La valeur supérieure, ce n'est pas mourir. On a instauré de premiers confinements, principalement pour protéger les parties de la population dites les plus vulnérables. C'est que donc on a mis quand même en avant cette valeur qu'est la vie. En faisant ça, on n'était sans doute pas conscient de l'effet que ça allait produire. Et loin de moi l'idée de voir une intention, comme on peut le lire parfois. Et alors, on serait dans des théories du complot qui viseraient à dire, ben, au fond, on a un virus qui nous aide à nous débarrasser d'une tranche de la population. Non, ça, c'est épouvantable. Mais il y a une valeur supérieure qui est le vivre. Et puis, au nom de cette valeur supérieure qui est le vivre, s'installe un équilibre avec d'autres valeurs. Et dans le quotidien, la manière dont les personnes sont entourées ou pas, aidées ou pas, que ce soit au domicile ou en maison de repos. Et là, on peut voir qu'au fond, une situation de pandémie comme celle-ci, elle exacerbe peut-être des faiblesses de structures qui sont déjà existantes. Alors, ça, je ne suis pas le seul à dire ça et à penser ça, mais je pense qu'il y a au fond à se demander si beaucoup d'effets de structure, et notamment un désinvestissement dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'aide sociale, ne se révèlent pas à l'occasion de circonstances comme on les connaît aujourd'hui. Par ailleurs, on a l'air de se focaliser beaucoup sur les personnes âgées, mais je pense qu'il faut aussi se dire que les personnes âgées cumulent des risques. Il y a des risques de santé mentale, des risques de pauvreté. On va trouver un certain nombre maintenant dans des personnes issues de l'immigration, on va trouver un certain nombre de gens âgés. Il y a là des doubles éléments qui rendent les choses parfois plus fragiles encore. Donc, je dirais de la bientraitance, parce qu'il y a une valeur supérieure, et à l'intérieur de cela, des situations particulières. Je pense qu'on en connaît tous. Et il sera probablement un jour intéressant à Respect Senior de faire l'examen comme il y a eu l'étude en 2016 par l'Université de Liège, de faire quelque chose d'assez comparable pour la période à partir du 1er mars jusqu'à la fin du confinement, pour essayer de voir dans quelle mesure on est dans ces questions-là et qu'est-ce qui a évolué peut-être au niveau des définitions de la maltraitance, peut-être au niveau de la prévalence de ça. Donc, je vais donner une réponse un petit peu transversale, si je puis dire, dans la mesure où
évidemment, c'est que la gestion de la pandémie a été faite au prix très important d'un point de vue, on parlait des libertés tout à l'heure, on parlait de la solitude également, donc le coût en fait a été très important, et en particulier pour nos aînés. Mais d'un autre côté, l'intention était louable, mais les conséquences pourraient s'apparenter à une forme de maltraitance institutionnelle, voire même sociétale, en fait, des personnes à risque, avec une sorte de paternalisme, en fait, de vouloir les protéger. Même si maintenant le focus a quand même glissé sur le système de soins et la préservation du système de soins, l'idée initiale, c'était quand même très paternalisant de dire il faut protéger spécifiquement ces populations, quitte en fait à les mettre en isolement total, à vraiment les mettre dans une bulle où ils ne peuvent plus avoir les contacts qu'ils avaient. Donc, à bien des titres, le confinement n'a pas pour objectif de protéger les individus en soi, mais bien de garantir la protection du système de soins sur le long cours. Donc, il est difficile de voir comment on aurait fait différemment également. Donc, je dirais à l'intention initiale de bientraitance, c'est vraiment l'intention, je pense, la plus noble qu'on puisse avoir, mais pour autant, la conséquence qu'il y a pu avoir dans bien des situations, c'est une conséquence de maltraitance. Non, bientraitance en tout cas, c'est pas maltraitance, certainement qu'ils peuvent le vivre comme ça. Il y a des personnes âgées que je rencontre dans mes rencontres papotes qui le vivent comme de la maltraitance, qui en sont très affectées, très tristes et qui disent pour vivre comme ça, je préfère mourir, quoi. En même temps, pour d'autres personnes, c'est un choix judicieux parce qu'elles ne voudraient pas faire venir dans la maison de repos des proches. Surtout dans la première vague. Dans la première vague, elles avaient peur. Elles disaient « Non, non, moi, je préfère qu'on ne vienne pas me rendre visite. J'aurais trop peur qu'ils soient contaminés par ma faute en venant ici à la maison de repos. » Donc, voilà, ça dépend un peu des personnes. Mais en tout cas, ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne leur ait jamais demandé leur avis. Qu'on ne leur ait jamais demandé quels risques eux seraient d'accord de prendre et qu'on ne se soit jamais adapté à leur avis. Mais c'est l'organisation qui a primé, quoi. Et l'organisation prime aussi sur l'organisation des visites. Donc, quand aujourd'hui on peut voir une personne dans une maison de repos, et je ne leur en veux pas, c'est comme ça, c'est clair, ça veut dire que c'est une fois par semaine, une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce que compte tenu du nombre de personnes présentes, du nombre de visites demandées et du nombre et du temps que ça demande comme accompagnement, de les amener dans un endroit précis avec des mesures précises, on ne sait pas faire plus que ça. Donc, oui, c'est une privation de liberté pour moi, c'est de la maltraitance, puisqu'on ne demande pas l'avis aux gens. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Pour les personnes handicapées, elles pouvaient rentrer en famille, mais à partir du moment où elles choisissaient de rentrer en famille, elles ne pouvaient plus revenir dans l'institution. Donc, c'est des faux choix, quoi. C'est vraiment mettre des gens dans des situations impossibles. Et en ça, c'est maltraitant. Maintenant, ce n'est pas maltraitant si ça les protège, effectivement, mais il y a des choses qui les auraient protégés bien plus efficaces que de supprimer les visites, notamment d'avoir du matériel, notamment d'avoir, et ça, on n'en a pas tenu, notamment de les tester très régulièrement, et ça, on ne le fait pas. Alors que ça, je pense que ça les protégerait beaucoup plus. Et des tests efficaces aussi, parce que dans la maison de repos, on a fait des tests, mais la plupart des personnes qui après qui étaient négatives sont quand même mortes du Covid quelques jours plus tard. Et il s'est avéré que finalement, elles étaient positives. Donc, il fallait des tests, mais des tests efficaces. Et ça, je crois qu'on ne les a toujours pas, hein, en maison de repos en tout cas. Voilà, moi, j'y suis retournée, je n'ai toujours pas été testée, ni avant, ni après. Et je ne pouvais pas parce que je n'ai pas de symptômes et je n'ai pas de... Voilà. J'éviterai de trop contraster les deux. Je pense que, comme je le disais, le personnel a fait de son mieux dans une situation quasi impossible, mais qu'effectivement, il y a eu, à cause de cette focalisation, de cette obsessionnalisation sur la contagion, des négligences qui frôlent effectivement la maltraitance, si on veut. Mais moi, je préfère parler de violence dans les processus et dans les systèmes plutôt que de violences qui sont dues au fait d'actes de personnes en particulier. Mais je pense que c'est de toute façon important de repérer et d'oser reconnaître qu'il y a eu des violences qui ont dépassé
la limite du nécessaire. Je crois que dans certaines situations, la violence est parfois nécessaire, mais que là, ça dépassait les limites, j'ai pu le dire, dans le home. Mais c'est très difficile à entendre parce qu'il y a comme une nécessité pour le personnel de maintenir une bonne conscience, et c'est légitime. Et donc, c'est très difficile d'aborder ces questions-là. Et pourtant, pour dépasser le traumatisme de ce qui s'est passé, je crois qu'il faut aller jusqu'à là. Il faut aller jusqu'à reconnaître qu'on a été participant à une violence systémique pour éviter qu'elle ne se répète. En ce qui concerne les aînés, je vous renvoie au rapport d'Amnesty International qui est sorti il y a quelques jours de cela, où il met bien en évidence que les âgés ont été privés de droits fondamentaux, du droit à la non-discrimination, du droit à la santé, du droit à la vie. On les a privés de liberté, avec des recours accrus, d'après Amnesty International, qui a eu des témoignages, des recours accrus à la contention physique, chimique chez les personnes qui souffrent de démence. On les a privés de contact avec leurs proches, ce qui pour certains a entraîné le fameux syndrome de glissement, et pour certains, dans ces gens qui ont connu un syndrome de glissement, le décès ou du compte. Alors, est-ce que c'était pour leur bien? On pourrait dire oui, c'était bien, c'était pour les protéger. Si c'était pour les protéger, on a très vite vu que ça ne marchait pas. Ça n'a pas empêché qu'on continue. Rappelons que la hantise du système d'organisation de santé, la consigne, c'était il ne faut pas engorger les hôpitaux, il ne faut pas engorger les services de soins intensifs. Donc, sachant que les âgés sont des gens qui peuvent développer une maladie sévère, sont plus susceptibles d'une maladie sévère par le Covid, essayons qu'ils ne soient pas contaminés. Ça n'a pas marché. S'ils sont contaminés, évitons qu'ils viennent engorger les services hospitaliers et les services de soins intensifs. Donc, on a demandé aux équipes de MR et de MRS de soigner ces gens comme à l'hôpital. Une MR et MRS, ce n'est pas l'hôpital. Ils sont encore moins staffés que les hôpitaux. Ils n'ont pas le matériel. Ils ne sont pas formés à ça non plus. Et donc, on les a obligés à faire des choses qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne peuvent pas faire non plus. Ajoutons à ça que les visites des médecins généralistes étaient également restreintes, et donc ils n'avaient rien sur quoi ils pouvaient s'appuyer. Ils se trouvaient donc dans un état de grande détresse. Et d'après le rapport de MSF, cette fois-ci qui a été travaillé en appoint dans les maisons de retraite, il n'y a eu que, 57% des cas graves qui ont été transférés vers l'hôpital, alors qu'en temps normal, c'est 86% des personnes qui sont en état grave qui sont transférées. Les autres, pour des raisons diverses, ne sont pas transférées. Il y a une mise à part cette attitude dont je parlais tout à l'heure de refus de soins sur base de l'âge uniquement. Il y a eu aussi une application erronée de directives. Il y a eu des directives de triage qui ont été émises, mais dans le cas où les services seraient totalement submergés, ce qui n'est jamais arrivé. Et ces directives de triage ont été appliquées préventivement pour éviter justement qu'on en arrive à la situation. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette situation. Donc, quand on fait la somme de tout ça, je ne vois pas très bien où pourrait être la bientraitance. Donc, la réponse à la question, c'est oui, il y a eu de la maltraitance. Au niveau de la gestion du Covid, c'est un peu plus compliqué que maltraitance ou bientraitance. Je dirais, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question de la balance risque-bénéfice. Et si quelque part, tout dépend comment on va gérer la situation et comment est-ce qu'on va gérer le risque, c'est de pouvoir jongler entre les deux. Si à un moment donné, au niveau, parce qu'on jongle régulièrement aussi entre les droits du patient et dans le cadre des démences et tout ça, à la non-assistance à personne en danger. Donc, le patient, il a des droits, et d'un autre côté, on doit gérer le risque de danger également aussi. Ici, le Covid est arrivé et nous a demandé aussi de gérer l'assistance à personne en danger, parce que la personne âgée était vraiment la population à risque par rapport à ce virus. Et donc, il faut trouver le juste équilibre. Si
on gère uniquement en fonction du risque. C'est clair qu'on va priver de liberté le patient, on va être dans la maltraitance. Je prends simplement l'exemple dans le cadre de maisons de repos, ils ont des règles strictes par rapport à la gestion du risque. C'est clair, moi j'ai difficile à comprendre qu'un patient sort de chez moi pour aller en maison de repos, qu'on a fait cette test dans les 24 heures qu'il est négatif, qu'on le remette de nouveau en quarantaine dans le cadre de la maison de repos pendant 7 jours, qu'on refait un test, qu'on le reteste de nouveau après, avant qu'il puisse intégrer le groupe de la maison de repos. Ma question, est-ce qu'on n'est pas à un moment donné dans de la maltraitance par rapport à ça? D'un autre côté, si on laisse tous les droits du patient à faire ce qu'ils veulent, à ce moment-là, c'est la collectivité qui a des risques. Et là, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Mais c'est une question d'adaptation au jour le jour par rapport à la situation. C'est vrai quand on voit maintenant au niveau des visites, c'est la même chose chez moi. Ça veut dire que c'est un local, tout le monde rend visite dans ce local-là. Ils n'ont plus accès, quelque part, la famille n'a plus accès au niveau du lieu de vie du patient. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe là derrière, ils ne savent pas. Et donc, c'est important aussi de pouvoir, à un moment donné, trouver le bon, juste équilibre pour pouvoir gérer correctement les choses. Si on ne le gère pas correctement, c'est clair qu'on peut vite basculer dans la maltraitance. Et par rapport à la personne âgée démente, le risque est encore plus important parce qu'on a déjà habituellement une tendance à sécuriser la prise en charge du patient. Avec le Covid, encore plus le sécuriser parce qu'ils ne sont pas capables de porter leur masque et tout ça aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on ne prend pas la peine de réfléchir un petit peu à ce balance risque-bénéfice, on peut vite basculer dans la maltraitance. Maintenant, comme on dit, la bien-traitance, la bien-traitance, pour pouvoir être dans la bien-traitance avec lui. De toujours tenir compte de cette balance entre le risque et le bénéfice. Si on privilégie le risque, on va être dans la maltraitance. Si on privilégie le bénéfice, on va être dans la bien-traitance, mais on va augmenter le risque. Et donc, quelque part, le patient risque d'en subir les conséquences aussi. Et donc, c'est important au quotidien de pouvoir toujours réfléchir à trouver le bon équilibre et la bonne approche par rapport à ça, surtout au niveau des patients qui souffrent de démence, où là, on a tendance à être dans l'hyperprotection, le fait qu'ils ne portent pas leur masque, qu'ils ne respectent pas les consignes, on a tendance aussi à exagérer, et donc à ce moment-là, on risque d'être plus facilement dans la maltraitance. Donc, c'est un travail quotidien, je dirais, d'analyse, de réflexion. C'est des questions éthiques. C'est une question éthique de toujours de trouver le bon équilibre dans cette balance risque-bénéfice pour pouvoir tenir compte du bien-être du patient et être dans la bienveillance par rapport au patient. Et je pense qu'il faut tenir compte également aussi, et c'est un point important aussi, c'est que le comportement, que ce soit celui du patient ou que ce soit le nôtre, il est influencé par nos émotions et notre pensée. C'est vrai qu'au niveau de la crise Covid, l'émotion, surtout à la première vague du mois d'avril, moi, ce que j'ai pu constater au niveau de mon personnel, c'est que l'émotion, la peur que le patient reçoive le virus, mais surtout la peur que le membre du personnel le reçoive aussi, quelque part, attrape le virus. On est dans une approche aussi hyper sécuritaire pour gérer notre émotion au niveau de notre comportement à ce moment-là. Ça avait une influence. Si on ne canalisait pas cette émotion-là, on risquait d'être dans l'exagération au niveau de la prévention et on risquait d'être dans la maltraitance également aussi. Et donc, c'est toujours cet équilibre-là qu'il faut essayer de trouver pour pouvoir répondre à la bienséance quelque part du patient. Donc, c'est un tout, c'est pas simplement... et c'est vrai qu'une dernière chose aussi, quand on voit des émissions qui sont passées à la télévision où on ne met en avant que ce qui ne va pas dans des maisons de repos, sans mettre en avant ce qui va bien, on renforce cette crainte-là aussi. Et ça met le membre du personnel sur la défensive aussi, ça met les institutions sur la défensive, qui risquent d'exagérer le risque aussi, et on risque d'aggraver la maltraitance aussi, ce qui n'est pas à envisager en tout cas. Ce n'est pas une bonne manière de voir les choses.
D'abord, j'ai réagi, il ne faut pas être manichéen, donc je crois que c'est ni blanc ni noir, hein, tu sais bien. Je crois que la première réaction des pouvoirs publics et autorités a été de faire de la prévention et de la protection, hein. Pour moi, c'était la première intention et ce n'était pas du tout une intention punitive. On ne punit pas, on ne les enferme pas, ce n'était pas ça du tout, ce n'était pas la prison, hein, il n'y avait pas de délit, il n'y avait rien. C'était vraiment pour moi protection, prévention, bon, qui a été mal gérée, qui a fait des dégâts, des collatéraux, j'aime pas ce terme-là non plus, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est aussi, bon, parce que j'ai vécu d'autres, en tant qu'hospitalière, j'ai vécu d'autres épidémies, pas pandémies. C'était aussi une réaction comment dire, du principe de précaution. Hein, qui a été valable dans d'autres épidémies hospitalières et dans d'autres, on s'entoure de règles sans regarder plus loin. Donc, on part au plus pressé, on fait de la précaution. Mais c'était vraiment pas je dirais, une volonté répressive et négative. Donc, c'était, bon, je sais que la maltraitance peut être, comment dire, involontaire, c'est pas simplement battre et punir, et ça peut être quelque chose de psychologique. Ça s'est transformé en maltraitance psychologique, mais au départ, c'était vraiment pas l'intention et la volonté. C'était une volonté, je dirais, de prévention et de protection. Pour moi, c'est de la maltraitance. On l'a, je vous dis, au deuxième confinement, on l'a vraiment très, très mal vécu. Alors peut-être, et sans doute, hein, je pense que l'intention, elle est sans doute de les protéger, de la part donc de nos instances dirigeantes. Je pense qu'ils voulaient éviter, oui, ils voulaient peut-être sans réflexion profonde, mais dans un premier temps, les protéger. Mais il se fait que, pour moi, les effets provoquent de la maltraitance. Ce droit, enfin cette interdiction, cette suppression des visites, en fait, dans les maisons de repos, nous, on l'a vraiment mal vécu, oui. Je trouve que couper les gens comme ça de tous leurs contacts, de toutes leurs attaches, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment inhumain. Oui, j'ai l'impression qu'on n'a pas évalué les conséquences d'une décision comme celle-là. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très, très dur. Et alors, dans la maison de repos, où était donc ma grand-mère de cœur, on va dire, on a aussi très mal vécu la communication, la façon oui, dont on a appris ces mesures. Donc la première fois, on l'a appris par le biais de la presse et on n'a pas laissé aux proches le temps d'expliquer aux personnes âgées, à nos proches, en fait, ce qui se passait, ce qui arrivait. Donc je sais que maman, bah, c'est la personne qui allait le plus voir Jeanne en maison de repos, et donc elle l'a appris par la télévision. Et alors elle me dit: «Mais moi je l'ai très, très mal vécu parce que la veille quand je l'ai quittée, donc Jeanne elle pleurait et alors elle lui dit», donc on ne parlait pas encore de supprimer les visites, et je sais que maman lui a dit: «Mais on t'abandonnera pas». Et voilà, après maman, elle culpabilisait énormément. Elle disait: «Je ne peux pas retourner lui expliquer pourquoi je ne peux plus venir la voir». Donc on ne pouvait pas communiquer avec elle par téléphone parce elle est dans un état trop, elle sait plus ce que c'est un téléphone, hein, elle est plus capable de décrocher un téléphone. On lui parlait du virus, du coronavirus, je crois qu'elle ne comprenait même pas, ce que c'était. Et donc maman, elle me dit: «Moi, je lui ai dit, voilà, je ne t'abandonnerai pas, et puis le lendemain, je ne viens plus», et ça pendant des mois. Donc oui, pour ça, ça a été une grande difficulté pour nous, cette impression de l'abandonner.
Et au deuxième confinement, donc fin juillet, on a appris en fait dans l'après-midi, c'était un vendredi, que les maisons de repos devaient refermer leurs portes et maman, elle s'est présentée, donc vers 3 heures de l'après-midi. Je pense les visites avaient étaient autorisées jusqu'à 4 heures. Il y avait un attroupement en fait devant la maison de repos et c'était des visiteurs qui expliquaient qu'en fait on devait quitter les lieux et donc maman, elle est rentrée, dardard, enfin dans la chambre, elle est allée porter le linge propre qu'elle apportait et elle a tenté d'expliquer donc à Jeanne ce qui se passait, mais par 2 fois, des membres du personnel sont entrés dans la chambre en disant: «Madame, vous devez sortir. Vous devez à tout prix sortir» et elle dit: «J'ai pas eu le temps de lui expliquer, j'ai pas eu le temps d'expliquer ce qui se passait et voilà, on m'a fait sortir, comme une voleuse» et ça, je trouve que, personnellement, je ne comprends pas en laissant 1 heure de plus de visite, pour expliquer, quel était le problème et quel était le contexte, ce que ça aurait changé dans la propagation du virus, hein. Mais bon, voilà, donc ça a été très difficile et c'est suite à cela qu'on a décidé, enfin que maman, 2 de mes tantes et ma grand-mère alors, ont décidé de la reprendre à la maison et on l'a ramenée, on lui a installé une chambre, ici chez ma grand-mère et où elle est toujours. C'est de la maltraitance qu'on ne demande pas l'avis des gens. Voilà. Et je pense qu'on doit avoir le droit de décider. Finalement, on parle tout le temps d'euthanasie, et on doit avoir le choix de décider de sa fin de vie. Et je crois que c'est important pour les familles, pour tout le monde, de pouvoir être là quand les personnes s'en vont, et pour les personnes qui s'en vont, d'avoir quelqu'un près d'eux. Moi, j'ai encore eu, entre guillemets, la chance, parce que je suis médecin, on m'a appelé au milieu de ma consultation pour me dire « Votre mère va décéder, lâchez tout, venez ». J'ai sauté dans la voiture, je suis venue. J'ai pu la voir une demi-heure, on m'a dit « Mais vous ne pouvez pas la toucher ». J'ai dit « Mais enfin, elle va mourir, qu'est-ce que je vais lui faire? Je ne peux pas la toucher ». Moi, je l'ai touchée. Mais c'est inhumain. Enfin, pourquoi est-ce que je n'aurais pas pu la toucher alors qu'en fait, il m'appelait parce qu'elle allait être morte dans les quelques heures qui suivaient. Elle ne risquait plus rien, je veux dire, de pire. Figée comme ça, avec des... il y a un manque de créativité, il y a, même dans la douleur, dans l'événement, et on reste comme ça dans des règles qui frisent l'absurde, c'est kafkaïen. Ne pas toucher quelqu'un qui va mourir pour le protéger de quoi? On se le demande. On se le demande.